Allez, on repart. Bonjour tout le monde. Et là, bonjour tout le monde. Le thème du jour, c'est les erreurs. Voilà, une petite erreur technique, ça arrive à tout le monde. Donc on se présente, nous sommes Diane et Théo, slow reporter de l'aventure Inspire. Voilà 3 ans maintenant que nous voyageons le globe à vélo et à la voile pour aller à la rencontre d'humains qui changent le monde, qui utilisent leur talent pour un monde meilleur. Et nous, notre boulot, c'est d'aller les rencontrer avec nos vélos et nos caméras pour qu'ils nous partagent leurs témoignages, leurs retours d'expérience, afin que nous vous partagions à vous, en retour, le meilleur de cette inspiration. Et pourquoi on fait un live aujourd'hui? C'est une très bonne question. On fait des lives maintenant tous les mercredis, donc on vous donne rendez-vous tous les mercredis à 20h en France et à 14h au Canada, si je ne m'abuse. Pour vous tenir au courant des coulisses de l'aventure, de nos avancées, de nos apprentissages et réaborder ensemble des sujets, des histoires, des thèmes sur lesquels vous avez des questions et sur lesquels on n'aurait pas encore répondu. Donc voilà, on cherche à répondre à toutes vos interrogations. On vous fait voter toutes les semaines pour savoir quel sujet aborder. Et cette semaine, vous avez choisi les plus grandes erreurs. Enfin, c'est un thème qui est... Donc ça a été très serré dans les votes. On était parti sur entre nos plus grandes erreurs et bifurquer. Après une égalité parfaite, 50-50 pour des premiers votes, toujours en présence de notre huissier de justice, on a refait des seconds votes. Et c'est nos plus grandes erreurs qui ont été sélectionnées par vous, public. Alors aujourd'hui, on va en parler. On va parler surtout des apprentissages que ces erreurs nous ont apportés. Et donc, sans plus tarder, j'aimerais appeler notre huissier de justice, maître Étienne Douat, qui va nous apporter les questions. Avant toute chose, on vous rappelle un petit peu les consignes du live. Donc, on est là pour interagir avec vous. Donc, n'hésitez pas à partager vos questions, posez dans le chat, réagissez. Nous allons tenter d'y répondre tout au long de ce live. Et d'ailleurs, on vous donne la prio. Donc notre huissier va lever la main à chaque fois qu'il y a une question en live. Donc la prio est à vous. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, réagissez. Vous avez la priorité. Et je crois que l'huissier arrive. L'huissier arrive. Maître Étienne Douat, tout s'est bien passé? Le dépouillement des votes? Toujours aussi aimable. Et impartial. Bon, tu ouvres le bal ou j'y vais? Eh ben vas-y, à toi l'honneur. Allez, c'est parti. Donc cette semaine, nous n'avons pas le Tupperware question, car apparemment, esthétiquement, on s'est fait retoper par la régie. On s'est fait taper sur les doigts par la DA. Donc c'est donc la casserole à question. Ouh, ça commence fort. On va peut-être la garder pour après, celle-là. Hein. Bon, on pourrait. Hein. Diane, est-ce qu'on a fait des erreurs de casting? Est-ce qu'on a fait des erreurs de casting? Oui et non, pas des erreurs par rapport aux humains. On a fait des erreurs de casting au début. On est parti avec un prisme très entrepreneuriat impact, startup nation, voilà, un peu formaté par ce qu'on avait appris dans notre école de commerce. Et un prisme assez techno-solutionniste, donc avec voilà, des projets comme solution. Et en fait, on s'est rendu compte que ce qui était inspirant, c'était les histoires de ces humains qui s'engageaient. Et donc, on a un peu pivoté. On a un peu pivoté, on y reviendra, mais grosso modo, sur les 70 personnes qu'on a interviewées, je pense qu'il y a une quinzaine de projets, une dizaine, peut-être une bonne dizaine, qu'on aurait peut-être pu éviter ou qu'avec du recul, nous ne serions pas allés rencontrer, mais ça a été toujours un super apprentissage parce qu'on a découvert des nouvelles technologies, des projets innovants, c'était juste que ça collait un petit peu moins avec notre projet. Et puis notre job, c'est de les sélectionner pour vous, pour qu'ils parlent à tout le monde. Donc à nous aussi, en tant que reporter, de faire la sélection pour vous partager la crème de la crème de ce rencontre. On a une très bonne question qui nous vient tout droit de notre amie Pauline qui nous demande quelle est notre plus grande perte de temps. Alors je pense qu'on va répondre chacun son tour. On a donné des points intéressants à amener. Nous, de notre côté, on a donné la semaine passée des cours à une école du voyage engagé, le Vaya Campus. Super stylé d'ailleurs, si vous prévoyez de faire un voyage avec un thème de reportage derrière, on vous invite à regarder ce qu'ils font. Donc Diane et moi sommes intervenus pour le volet financement. Et moi je mentionnais en fait, là on a perdu énormément de temps, c'est sur les demandes de partenaires. J'étais un peu dans ma bulle, je pensais qu'on allait pouvoir signer tous les partenaires du monde comme si on vendait un événement et avoir un mini. Et donc je me rappelle avoir fait un pipeline, un tableau de chasse avec plus de 150 entreprises. J'avais trouvé toutes les personnes qu'il fallait contacter sur LinkedIn, donc j'ai passé un temps fou là-dessus. Pour qu'au final, les seules personnes qui nous soutiennent, c'est des gens qui avaient une certaine relation existante ou débutante avec nous, et surtout des gens qui croyaient en notre rêve et pas simplement des partenaires corporatifs qui voulaient verdir leur rapport RSE. Donc on a perdu, je dirais, c'est pas une perte de temps en tant que telle, mais on a quand même
gaspiller quelques, je dirais, À refaire. à refaire, j'irais moins mais mieux. Je choisirais mieux mes cibles. Donc j'économiserais peut-être 3 bonnes semaines de taf. C'est 3 mois. 3 mois. Mais quand on aime, on compte pas. C'est ça qui est intéressant. Et ça valait la peine parce qu'on a rencontré plein de gens super dans plein de grands groupes aussi. Pour moi, la plus grosse perte de temps, c'est qu'on a été un peu gourmand et on a voulu animer notre communauté et faire un programme qui s'appelle le parcours d'inspiration, qui demandait de l'animation au long cours. Et en fait, entre cette vie nomade, cette nouvelle vie nomade, parce qu'on n'était jamais parti avant de cette façon-là à long terme en nomade, et donc les sessions de onboarding toutes les 2 semaines chez nos hôtes, c'était pas super évident. Donc à refaire, j'aurais moins d'ambition sur, voilà, sur des moments où on doit donner à des rendez-vous qui sont pas finalement réalistes avec les conditions du direct. Et peut-être aussi mieux choisir ses batailles. Qu'est-ce qui est vraiment important? Exactement. Par exemple, vous partagez de l'inspiration. Et on va y venir après. On a vu une question qui a été mise qui devrait vous plaire. D'ailleurs, ah bah tiens, où est passé le parcours d'inspiration? En parlant du loup, c'est pas truqué, on a la justice qui est à côté. Mais en fait, c'est assez drôle parce qu'au début de ce projet, nous avions l'ambition de transformer des citoyens en acteurs du changement et surtout en entrepreneurs à impact. Donc nous, Diane et Théo, 2 bons étudiants bien, comment dire ça, formatés par notre école de commerce, quand on a commencé à s'intéresser au sujet, à la question de l'écologie, qu'on a commencé à découvrir des solutions, on s'est dit, c'est sûr, tout le monde va vouloir devenir entrepreneur à impact. C'est un petit peu l'erreur qu'on a faite. Donc on a créé pour ça tout un parcours d'inspiration, un programme nomade, un parcours pédagogique nomade qui permettait de découvrir des solutions, relever des défis, découvrir des innovations long format avec notre web série et surtout innover grâce à un jeu d'innovation. C'est tout, rien que ça, en étant 2 personnes nomades sur la route et reporters. Donc on a tenté de le faire fonctionner pendant plusieurs mois. On faisait même des séances donc, de onboarding où on vous formait à animer le jeu d'innovation qui allait avec la web série et aussi à animer des apéros Inspire, donc pour regrouper votre communauté autour d'un thème de discussion, un thème d'écologie forcément. Et donc ce programme il était génial, mais il était un peu trop ambitieux pour les réalités de notre quotidien en étant à vélo, en reportage, sur la route et tout le temps chez des étrangers, chez nos hôtes qui nous accueillaient. Ouais, à refaire, on va transformer ce jeu d'innovation à la rentrée pour lui donner une nouvelle vie et de nouveaux usages. Quels sont les apprentissages qu'on tire de cette erreur qui est entre guillemets avoir les yeux plus gros que le ventre? Parce qu'on voulait un peu tout faire, du contenu vidéo, des défis, des ateliers d'innovation. Qu'est-ce qu'on en tire comme apprentissage? Je pense que le premier c'était vraiment d'être juste avec ce qu'on est capable de faire, et surtout de s'en tenir à ce qui nous fait plaisir. Et je pense qu'il y avait aussi un point, c'était vraiment de bien cerner les besoins de notre audience et encore mieux de bien cerner son audience. Nous, on était un petit peu trop large, on pensait qu'on avait designé ce parcours d'inspiration pour l'ensemble des citoyens qui voulaient s'investir dans la transition écologique. Rien qu'à dire, c'est compliqué. Donc, en apprentissage, c'est quand même moins mais mieux et se concentrer plus sur l'ADN de notre projet. Et c'est un petit peu ce qu'on raconte dans l'article Inspire, change de cap, à découvrir sur notre site web inspire.org /oblique Kuzuma. Club lecture. Club lecture, à chaque fois je l'oublie, pardon. On va y arriver avec Est-ce que le tu club as lecture. d'autres apprentissages à nous transmettre? Non, je pense que tu as fait le tour à merveille. Super. Est-ce qu'on avait des accessoires de trop dans les mallettes? Haha. On en avait un beau paquet et encore on s'en est évité pas mal. Avant de partir, on a fait un check des malletas de nos sacoches vélo avec notre coach en bikepacking, Joe, la personne qui nous a construit les vélos en Ariège, vélo de seconde main. On est arrivé chez lui avec nos mallettes remplies, on a tout étalé sur une bâche et il nous a dit ça sort, ça sort, ça vous en prenez 3 et pas 5. Et donc on a bien écrémé déjà, mais on est quand même parti avec trop.
Et je pense qu'à chaque retour au bercail, on se délaissait de matériel. On a par exemple abandonné un four solaire. Qui prenait Non, simplement une mallette. Avant ça, on a failli partir avec une remorque. Ça aurait été la pire erreur du monde. Quand on voit la galère que c'était dans les transports en commun, notamment les trains, salut la SNCF. C'est avec la remorque, ça serait jamais passé. Donc la remorque, le plat de four solaire. Qu'est-ce qu'on a envoyé? Plein d'habits qu'on a. Au final, on met toujours les mêmes habits. Hein. On fera l'effort de changer de chemise pour chaque live. Ou pas. Ou jusqu'à un moment de se les changer. Et quelque chose aussi, un matériel par exemple dont on se servait très peu, le drone. Ouais, le drone c'était un peu un sujet flou pour nous. On s'est dit on part, on fait du reportage, on doit absolument avoir un drone. Donc on en a eu un et on l'a utilisé tous les premiers mois de l'aventure. Jusqu'à un premier crash et en fait petit à petit on s'est un peu désintéressé du drone parce qu'en condition de vélo sur la route souvent on a la flemme de le sortir. C'est pas aussi, voilà, on peut pas dégainer le drone comme ça en 2 minutes. Il y a des pays où c'est interdit, en Amérique centrale par exemple, où on aurait eu du mal à passer le Nicaragua avec le drone. Et puis en fait on s'est aperçu que nous notre sujet c'était l'humain et donc on n'a pas forcément besoin de le voir du ciel. Faut avoir les pieds sur terre pour tuer les humains, non? Faut être en plus. Et non mais j'en profite, Ah, voilà. c'est vrai. C'est superbe outil. On s'est pris pour Indiana Jones avant de partir, donc on s'est fait offrir ce merveilleux cadeau, la Live Straw, qui nous permet de boire dans des flaques d'eau. Voilà. Si vous êtes de vrais aventuriers, on n'a quand même pas été dans des circonstances aussi routes. Non, la Live Straw, on aurait pu s'en passer. Par contre, suggestion pour les prochaines personnes qui veulent partir en voyage, ils se font des gourdes filtrantes. Donc vous avez l'avantage d'avoir le filtre et la gourde, le tout 2 en 1. C'est pas mal. Est-ce qu'on a d'autres objets insolites dont on ne s'est pas servi? Non. Non, c'est pas mal ça. Mais l'apprentissage, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin de grand chose. Et mais encore une fois, moins mais mieux, si ça ne devient pas notre devise. En tout cas, le minimalisme, je pense, c'est un des plus gros apprentissages de ce voyage. C'est d'avoir le strict minimum, notamment parce que ça pèse moins à vélo. Et ça, c'est quand même un gros argument. Et c'est aussi beaucoup plus, ça vous libère l'esprit. Pour vous donner un ordre d'idée, nos vélos, ils faisaient tout charger 45 kg au début, pas loin du 50, 47, et maintenant on est plus sur du 35-37. Donc on a perdu 10-12 kg. De super. Nos jambes s'en portent bien. Allez Diane, à toi de Allez, tirer vous le tirage. Je prends celle-ci, quand tu me tiens le micro. Oui. Alors, une question de notre ami Charles, monsieur Grison, en direct de New York City. Quelle a été la pire situation que vous ayez rencontrée et quel a été l'échappatoire? Tu veux commencer ou je débute? Tu débutes. Alors la première, on va les faire par ordre chronologique. Après les 4 premiers mois d'aventure en Belgique et en Angleterre, on refait une petite pause à Noël, voir notre famille, et on repart direction le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et après, une petite gastro, en passant la frontière France-Espagne, j'étais pas en grande forme sur le vélo. Et vraiment, j'en pouvais plus, on devait arriver à une destination, mais on était incapable parce que j'ai plus d'énergie dans les jambes. Et on trouve refuge dans un café où les gens sont un peu tous habillés pareil, avec une coupe au bol, des pantalons un peu type Sarwell. Tout le monde y parle de leur famille, on comprend pas trop ce qui se passe. Je m'endors dans mon thé tellement je suis fatigué. Et ils nous proposent, on se dit, mais vous n'avez pas de nous loger ici? Ils disent non, pas dans le restaurant malheureusement. Bah, par contre, la famille a une maison plus bas, on vous loge. Super. Un petit peu bizarre. On descend, on gare les vélos. Donc là, on se retrouve à table avec une famille, leurs enfants. Ils nous regardent avec des yeux grands comme ça, comme si c'était les premiers humains civilisés qu'ils rencontraient. Et on se rend compte en fait qu'on est dans une secte. On est dans une secte, donc on pose des questions, on creuse un petit peu. Je vous épargne le moment gênance où ils demandent à Diane, en fait, ils nous racontent qu'ils couent leurs habits eux-mêmes pour avoir des habits décents. Et Diane, à cette époque-là, elle avait une salopette tachetée léopard. Donc là, on s'est regardé, on a fait éclater de rire. On est allé se mettre au lit, on était salés, on n'était pas inquiétés, mais c'était un petit peu bizarre comme situation. Le lendemain, rebelote, petit-déj, discussion, il nous emmène traire les chèvres, il nous raconte un peu comment est-ce qu'il vit, un petit peu presque en autonomie, mais un petit peu ce côté sectaire. Donc là, on a dit, il voulait nous inviter à rester plus longtemps, on a dit que non, il fallait absolument qu'on rentre parce qu'on avait une interview à filmer.
On leur a donné un petit billet pour pour les remercier. Et c'est le soir, en regardant un petit peu, qu'on avait atterri dans la secte des 12 tribus, qu'on s'est dit, ok, on a bien fait de ne pas y rester plus longtemps que ça, parce que bon, on ne fait pas reportage sur les sectes. Donc comment on s'en est sorti? En inventant un mytho, mais qui était un bon mytho, qui était un petit peu nécessaire au vu des conditions. Ceci dit, c'était une histoire assez inconclue dans le style. Je n'ai jamais fini dans une secte, celle-là, on ne vous la volera pas. Diane, à toi. Un autre piège? Non, comment une situation incongrue? Peut-être celle à Soumaya? Oui, bah du coup dans la même zone. Hein. Dans la même zone. Bien lancé avec cette escale en secte sur le chemin de Compostelle. Nous continuons notre chemin jusqu'à Zoumaya, où Côte Basque espagnole, hein, oui. si je m'abuse, donc juste après Saint-Sébastien. On se retrouve avec notre GPS Komoot dans une comouterie. Désormais, on a crédité ce propos. Sur une plage de galets, mais pas des petits galets de ricochet, des galets qui faisaient cette taille, quoi. À pousser nos vélos sur quelques centaines de mètres. Après quoi, on s'est quand même demandé où est-ce qu'on allait arriver au bout de cette plage, puisque le GPS continuait de nous indiquer qu'on était sur le bon chemin. Je me suis entêté. Hein, j'ai dit non, c'est sûr, c'est le GPS il y a forcément une solution là-bas. Et donc nous voilà au bout de 2 heures sous un cagnard sans avoir mangé et sans eau, on avait tout bu dans les gourdes, à porter nos sacoches, porter nos vélos, les uns après les autres, blablabla pour avancer. Et puis finalement au loin un mirage se présente et c'est Sigor, un basque qui connaissait bien le coin, qui arrive et qui dit qu'est-ce que vous faites ici? La marée elle est en train de monter et vous voyez les bouts de bois là-haut. En fait c'est jusqu'à là que l'eau monte, quoi. Donc il y a 3 solutions qui se présentent à vous, soit on appelle un hélico, soit vous faites embarquer vos vélos et vous vous réfugiez là-haut, soit je vous aide et on essaye de s'en sortir par le haut. Et donc c'est ce qu'on a fait. Il nous a aidé pendant 3 heures à rapatrier toutes nos affaires en mode Mulan avec un bâton de bois sur les épaules, les sacoches empilées sur le bâton de bois. Et donc là, l'échappatoire, ça a été de faire confiance à Sigor. Ouais, puis de pas hésiter à demander de l'aide. Je me rappelle à Diane, elle dit à Diane, là, on n'a pas le choix, il demande de l'aide, mais il n'y a pas que ça à faire, on s'en fout, on ne peut pas faire autre chose. Donc il nous a vraiment sorti une belle épine du pied. On l'a remercié avec quelques binous bien fraîches après, c'était la moindre des choses. Zigor, merci. Est-ce qu'on a des questions dans le chat? Non, pas de questions dans le chat, n'hésitez pas, hein, allez-y, on est là pour ça. On a bientôt terminé les questions. Vous avez la priorité sur la casserole, donc allez-y. On pose une question de l'ordre assez philosophique. Changer le monde versus changer soi-même. Quelles erreurs avez-vous faites? On est parti deux jeunes avec comme des têtes de ravis de la crèche, comme vous avez décrit, qui sortaient d'école de commerce, bien motivés en disant on va aller filmer des solutions, on va inspirer des gens, on va changer le monde. Et bien non, on s'est planté. En fait, on s'est rendu compte que changer le monde, non, on ne peut pas avoir l'ambition de faire ça. Ce qui est important, c'est de changer son monde, et donc de se changer soi-même. Ça nous a pris quand même 2 ans avant de comprendre ça, mais une fois qu'on l'a compris, ça nous a bien plus aidé pour la suite de l'aventure. Tu veux commenter? Oui, et puis qu'au lieu d'essayer de faire répliquer des projets, ce qu'on voulait, c'était donner envie aux gens de s'engager et par eux-mêmes après d'aller porter ces conditions et ces projets de leur plein gré avec les causes qui les touchent. Donc voilà, changer des humains avant de changer de l'industrie et des entreprises. Donc ouais, en résumé, plutôt encore une fois, peut-être suivre son cœur plus et faut pas s'oublier soi aussi, c'est ça qui est important dans cette aventure. Alors, question suivante. Partir 3 ans, était-ce une bonne idée? Bah on y est encore, donc on aurait tendance à vous dire que oui. Le gros constat, c'est qu'on avait prévu de partir 18 mois, donc 1 an et demi, et en fait au bout d'1 an et demi, on était juste arrivé du côté Amérique. Voilà, donc on voulait faire l'Europe, la Transat et traverser l'Amérique du Sud. Jusqu'en Patagonie en 1 an et demi. Voilà, en 1 an et demi. Et ça, c'était quand même une grosse erreur de timing, surtout quand on fait du slow travel, du slow reportage. Donc ça, c'était une erreur de planification. En revanche, est-ce qu'on a bien fait de prolonger? Je dirais que oui, parce que on s'est rendu compte qu'au bout d'1 an et demi, on commençait à peine à toucher du doigt notre sujet et à tirer des leçons et des apprentissages et à les incarner personnellement. Donc
si on était parti seulement 6 mois ou 1 an, on n'aurait pas du tout compris les mêmes choses. Et c'est surtout que si on était parti qu'1 an et demi, vous n'auriez jamais eu cette future émission qui va s'appeler Décliquer les claques et qu'on va vous dévoiler très bientôt. Voilà, comme quoi. Être parti avec cette équipière ou ce coéquipier, est-ce une bonne idée? Bah oui, direct. Aucune question possible. C'était. Je pense que la question de l'aventure, partir avec la bonne personne, c'est super important. On a quelques amis qui ont tenté le coup. Des fois, c'était pas toujours facile. Et le fait d'être pote, c'était vraiment un gros plus. De ne pas être plus que des potes, c'était vraiment un gros plus. Enfin, je trouve. Et aussi le fait de bien se connaître et d'avoir surtout cette complémentarité qui était vraiment très très utile. Où au final, même avec des profils similaires, on s'est rendu compte qu'on était bons dans des domaines différents l'un et l'autre. Et c'est ça un petit peu qui fait que le projet marche et qu'on arrive bien à se complémenter l'un et l'autre. Donc c'était vraiment pas une erreur, c'était vraiment un peu, je pense, la meilleure des décisions parce que de toute façon, si je l'avais pas fait, s'il n'y avait pas eu d'elle, j'aurais pas fait ce projet-là, pour ma part. Pour la petite pièce. Et on avait déjà une petite sécurité, c'est qu'on avait déjà vécu 2 ans en coloc à Montréal pendant nos études, donc on savait un peu que ça roulait. On avait d'ailleurs cette blague de canapé c'est pas mal qu'un jour on monte un projet ensemble et on l'a fait 4 ans après. Ouais, chose comme ça, 5 ans après. Du motard que j'avais. On a Monsieur Douat, Maître Douat, qui nous indique qu'il a une question du public. Effectivement, on a une question de Emma. Elle vous demande, est-ce que vous conseillez à ceux qui veulent faire pareil que vous, ou lancer ou partir à l'aventure pour faire un projet, de faire les mêmes erreurs? Non, parce que je pense que les erreurs, elles sont propres à chacun. Donc il convient à chacun de faire ses erreurs, de se planter. Et plantez-vous bien, hein, parce que c'est important de se planter. Franchement, dans notre société, on ne valorise que trop peu l'échec, donc ou du moins de se planter. Donc c'est vraiment, comme disait Mohamed Ali, je ne perds jamais. Soit j'apprends, soit je gagne. Donc non, les gens, il ne faut pas qu'ils fassent les mêmes erreurs que nous. En revanche, je pense qu'on aurait quelques conseils à partager, des erreurs à ne pas reproduire, ou en tout cas à mettre en garde. On peut vous les mentionner juste après. Juste après maintenant. Juste après maintenant. Donc la première erreur à ne pas reproduire. Prenez le temps. Plus gros apprentissage et peut-être plus grosse erreur aussi au départ. Si vous planifiez un projet comme ça, si vous avez la chance de pouvoir partir 1 an plutôt que 6 mois, faites-le. 1 an et demi plutôt que 1 an, faites-le. Et n'ayez pas les yeux plus gros que le ventre. Prévoyez de pouvoir vous laisser porter par le voyage et par les rencontres, de pouvoir rester plus longtemps sur les endroits qui vous ont vraiment touché, marqué. Et pour les créateurs de contenu, surtout, nous, le gros apprentissage de ces bientôt 3 ans d'aventure, c'est créer du contenu sur la route. C'est galère, ça prend du temps. Ce qui n'empêche pas de rester au contact de la communauté, on va y revenir plus tard. Mais vraiment, peut-être accepter que c'est ok de partir faire un documentaire, un reportage et de le publier après, non pas pendant. On a encore une autre question, notre huissier de justice Maître Étienne Douat, on vous écoute. Super, alors il y a Emma qui demandait également si vous deviez donner un conseil aux Diane et Théo qui partent à vélo de Montauban, qu'est-ce que ce serait, mais du coup vous venez d'y répondre, donc c'est super. Et du coup, l'autre question c'est Mélanie, elle demande où est-ce que vous vous logez en général, camping, chez l'habitant ou hôtel, et comment est-ce que vous faites si vous vous trompez sur justement ces choix-là. Ça a été 2 phases différentes. Je dirais qu'en Europe, on a utilisé un réseau qui s'appelle Warm Shower. Donc c'est comme Couchsurfing pour les cyclistes. Incroyable. On n'a presque pas payé d'hébergement pendant 1 an et demi. Donc on a économisé énormément d'argent. Et surtout que c'est des personnes qui sont assez ouvertes, assez impliquées, sensibles aux thématiques liées à l'écologie et à la justice sociale. Donc c'est super. Par contre, des fois on a eu mal d'être chez les gens. Quand tu arrives chez les gens pour recevoir, il faut te donner. Et des fois, on s'est trouvé, il y a plus des erreurs de casting des gens qui nous ont hébergés. Donc il a fallu un petit peu trouver des excuses pour partir gentiment le lendemain. De manière accélérée. Et puis, ouais, je rajouterai à ça que sur l'hébergement et en général dans le mode de vie, c'est sympa aussi des fois de se garder des espaces un peu pour soi. Où on peut être tranquille et justement digérer les rencontres, digérer les apprentissages. Parce que c'est toujours en faisant un pas de recul qu'on a eu des révélations, qu'on a eu vraiment
qu'on a pu ancrer les leçons qu'on a reçues. Donc gardez-vous du temps juste pour vous et voir en silence ou en tout cas de manière assez isolée parce que c'est très énergivore en fait de arriver chez les gens, raconter son histoire, je sais pas combien de fois on a raconté ce qu'on faisait, mais voilà donc pour garder la passion, garder un peu de temps pour vous en cadeau. Et puis le mode d'hébergement il a aussi évolué avec notre mode de voyage où avant en Europe pendant 1 an et demi on était quand même, on restait 3 jours quelque part, on repartait donc c'était assez intense. Depuis qu'on est arrivé de Transat, on reste beaucoup plus longtemps, on s'ancre un peu plus sur les lieux où nous sommes. Donc pour ça, Inspire, la sauce Inspire, quand on se débrouille, souvent, mais n'hésite pas à mettre des messages sur les groupes Facebook, les Français à Mexico, les Français au Guatemala, etc. pour demander. Il est très fréquent que les gens ont des hébergements en plus, mais encore on reste chez l'habitant. Et donc des fois, comme en ce moment, par exemple, on essaie de se trouver un logement, on va s'établir pendant 3 semaines, 1 mois, pour être bien tranquille, pouvoir bien taffer et être au calme, pas être distrait, comme on pourrait l'être dans des auberges. Et à ce sujet-là, il y a un cache inspiration qui est sorti il y a 10 jours, publié par notre ami Étienne Douat, sur comment trouver un logement pour pas cher. Donc on vous raconte, la morale de l'histoire, c'est un petit peu if you don't ask, you don't get, donc vraiment d'aller toquer aux portes, ouvrir aux portes et demander de l'aide aux gens parce que les gens sont toujours enclins à vous aider. Est-ce qu'il y a d'autres questions de l'audience? Non, on peut continuer avec la poêle. Et il nous en reste une, Et ouais, c'est la dernière. on nous demande, alors ça c'est Tonton Jean-Aimé, on vous, non c'est pas vrai, on vous a un peu perdu de vue pendant un temps, vous étiez où? Et ben on était en train d'apprendre à prendre le temps, justement. On était parti avec plein d'ambitions, plein de deadlines, un programme hyper chargé. Et en fait, quand on a commencé à lâcher un peu du lest, à lâcher un peu prise, c'est là qu'il y a plein de rencontres incroyables qui sont présentées à nous, plein d'opportunités qu'on n'aurait jamais imaginé possibles. Et donc on a testé ce mode vraiment là de vie, à se laisser porter, à rendre ça fluide. Et donc on a un peu disparu des réseaux pour vivre l'aventure pour nous. Et c'était un moment précieux, mais on a regretté un peu après parce qu'il y aurait eu plein de choses intéressantes à vous partager à ce moment-là. Et donc on a gardé en tête que l'important c'était aussi de vous rendre toute la pêche que vous nous donnez tout le temps et donc d'être toujours présent et de vous raconter les coulisses de cette aventure dont vous faites partie. Et pour rebondir sur la question sur la création de contenu sur la route ou pour les gens qui ont des projets un peu similaires, donc créer du contenu, faire du montage poussé pour créer des vidéos finies, bien léchées sur la route, c'est presque impossible. Par contre, faire une petite vidéo pour rester au contact de son audience, partager sa réalité de serre, c'est quelque chose qu'on vous inviterait à faire parce que ça permet un petit peu de partager votre réalité, de vous bâtir une communauté qui va vous suivre par la suite. Et voilà, donc on est un petit peu passé du noir au blanc, du kit au double, c'est un peu une erreur, donc à refaire on l'aurait fait différemment. Et ça vous amène un petit peu sur le piège de l'entrepreneur où nous on était persuadés qu'on avait la bonne solution, donc on s'est dit ok, les gens ils veulent entreprendre mais ils manquent d'inspiration et d'exemples concrets, donc on a la solution pour eux, c'est le parcours d'inspiration. Donc on s'est entêté en créant le parcours d'inspiration, en créant un onboarding, en faisant des conférences de onboarding, en faisant des guides de onboarding. Donc c'était un petit peu, à un moment donné il faut juste avoir l'humilité de faire un petit peu un pas de recul et de dire ok, là ça marche pas, il faut que je me focus plutôt sur le problème sur lequel je suis en train de résoudre plutôt que sur ma solution. Parce que le piège de l'entrepreneur c'est souvent de tomber en amour avec sa solution plutôt que son problème. Et donc son problème c'est quoi? C'est ce qu'on vient résoudre chez notre audience. Et donc ça amène aussi sur ce point-là, sur l'audience. Nous, au final, on pensait qu'on s'adressait à tout le monde. Nos potes, les jeunes, les moins jeunes qui veulent agir pour la transition écologique, c'est-à-dire tout le monde, 50 millions de personnes. Ben non, en fait, il était important de bien se concentrer sur notre niche. Donc vraiment un peu ces jeunes étudiants désorientés qui aimeraient mettre leur talent au service d'un monde meilleur, donc qui ne savent pas trop encore comment faire ou quels exemples ils ont. Et encore des gens qui, comme nous, par le passé, jeunes cadres dynamiques désorientés qui se rendent compte que leur 9 à 5 à la défense, c'est pas très sexy et qu'ils auraient envie de plus de sens. Donc voilà, c'est pour vous qu'on crée ce contenu-là. Donc voilà, encore un bel apprentissage, bien connaître sa cible et tomber en amour de son problème plutôt que de sa solution.
Est-ce qu'on a d'autres questions, maître Étienne Douat? Non, on n'a pas de questions. Il y a des nouvelles personnes qui se sont connectées. Il reste des gens curieux qui voudraient savoir quelque chose de très précis sur nos plus grandes erreurs. Voilà, on rappelle le thème du live, c'est nos plus grandes erreurs. Donc allez-y, n'hésitez pas à poser les questions. En parallèle, on va vous faire un petit slash info actualité inspire parce que il s'en passe des choses dans l'actualité inspire. Vous l'aurez vu, entre le Fast Life and Slow Travel, les caches inspiration et aussi le recap of the week pour vous présenter un petit peu qu'est-ce qui se trame dans le dessous de l'aventure. Qu'est-ce que nous avons au programme, cher ami Diane, ces prochains jours? Écoutez, dans les coulisses du bureau Inspire, en ce moment, on est en train de préparer fort le dévoilement de notre nouvelle émission Déclic et Déclac. Donc ça, maintenant, vous devriez commencer à bien connaître le titre, mais de quoi s'agit-il et quelle forme ça va prendre, ça va vous être révélé tout bientôt. Mais avant de passer à ce nouveau format et à cette nouvelle émission, on a un gros cadeau à vous faire parvenir. Voilà, roulement de tambour. Dans 2 semaines, un nouvel épisode de l'Odyssée Inspire sur notre escale à Amsterdam, au village flottant Srunchy, où on a passé une semaine en compagnie de Marianne, qui est la cofondatrice de ce village de 160 personnes en plein cœur d'Amsterdam, un village flottant, le village flottant le plus durable d'Europe. Et ça sort dans 2 semaines. C'est l'épisode le plus abouti, notre masterpiece de l'Odyssée Inspire. Et on est super content aussi que le protagoniste soit une femme. Exact, ouais, c'est vraiment un petit peu pour nous, comme disait Diane, c'est l'épisode le plus abouti. Parce que déjà, les rushs sont archi stylés. On a notre amie Valentine et notre ami Igor qui ont travaillé dessus. Donc, niveau design graphique et le son, c'est top. Et surtout, on avait le désir un petit peu de mettre en lumière des femmes, pas que des hommes. Parce que le monde est fait de femmes aussi avant toute chose. Hein. Donc, on a Marianne, une quarantenaire qui vient du milieu de la télé, qui n'avait rien à voir dans le secteur de la construction. Et qui, après 12, 13, voire 14 ans de persévérance, elle a créé le village flottant le plus durable d'Europe. Ça donne juste envie d'aller vivre là-bas. Vous allez voir, ça prend que des claques d'inspiration, les plans sont archi quali, les témoignages, on a plein d'intervenants qui racontent un petit peu le projet, comment est-ce qu'ils ont fait, etc. Donc ça va vraiment vous donner envie de vous lancer parce que si elle l'a fait, vous pouvez le faire aussi. On a une question, Maître Douat, on vous écoute. Alors une question de Mélanie qui est bien dans le thème, donc on te remercie Mélanie. Quelle a été l'erreur qui vous a coûté le plus cher, que ce soit financièrement ou en termes de légitimité? L'erreur la plus chère, c'est le disque dur qui crame, je pense. Donc toujours avec ce parcours d'inspiration, des fois quand ça veut pas, la vie t'envoie des signes pour te dire ça veut pas. Donc on avait décalé le lancement de ce parcours d'inspiration, on avait tourné une nouvelle vidéo, une énième pour présenter comment ça fonctionnait, le piège de l'entrepreneur encore une fois. Et on était en Espagne où on terminait le montage de cette vidéo et là, le disque dur inlisible. Bam. Banque de peau, incapable de récupérer les données, donc on a dû repartir à Madrid pour aller dans un centre, un labo qui répare le disque dur, ça nous a coûté 1500 balles. Non, moins que ça. Alors avec le billet à Madrid et tout ça, au final 1500 balles. Le billet du train, hein. Le billet de train, ouais. Ça coûte pas 500 balles. Enfin bon. Au final, Pour moi, la facture était moins chère que ça. Environ 1000 € pour un disque dur qui crame, pour une vidéo qu'au final nous avons utilisé seulement 2 mois et qu'au final nous avons enlevé. Donc voilà, celui-ci. On a pensé que notre temps était plus valorisable que ce disque dur et donc à refaire, on improviserait une nouvelle vidéo plutôt que d'essayer de récupérer tout ça, ce travail au plus fort. Redis-moi la question, s'il te plaît. Alors la question c'était l'erreur qui vous a coûté le plus cher, donc financièrement et aussi pour vous en termes de légitimité, peut-être aussi. Alors on a failli faire une grosse erreur, c'était de prendre l'avion pour aller rejoindre les Canaries au départ de la Transat, parce qu'on s'était planté pour un plan de Transat la veille du Nouvel An, super sympa. Et après nous voilà repartis dans les recherches de plans de Transat, sauf qu'on avait tout abandonné parce qu'on avait finalement trouvé. Sauf que c'est la période où il y a plein de gens qui demandent, il y a 10 000 personnes qui demandent un lift et personne qui en offre. Donc on était presque résigné à se rendre aux Canaries en avion pour essayer d'embarquer. Et au final, la carte de crédit elle n'est pas passée. C'était un signe du destin. Donc au final, 2 jours après, on trouve un plan de transat. Donc ça, elle nous a pas coûté cher, mais elle a failli nous impacter beaucoup au niveau de notre légitimité. Elle nous aurait surtout fait mal
Ok. intérieurement. Poker, ouais. On a une autre question. Encore Mélanie, qui pose une autre question un peu plus technique. Elle dit à quel moment vous êtes rendu compte qu'il fallait pivoter ou se nicher par rapport à quel frein? Mais Mélanie, est-ce qu'on t'a payé pour poser des questions aussi pertinentes? Donc nous, la grosse remise en question, ça a été à l'arrivée de Transat. On parlait tout à l'heure de faire un pas de recul pour digérer les apprentissages et les rencontres. Au bout d'1 an et demi, un peu la tête dans le guidon, à comprendre notre sujet, à avoir interviewé plus de 50 personnes, on a décidé, on s'est fait ce cadeau avec Théo, on s'est dit ok, ça fait déjà 2 ans qu'on est, enfin 2 ans et demi même qu'on est à fond dans ce projet, on s'offre les 3 semaines de Transat pour ne pas en parler quoi. On l'aborde pas, on vit l'expérience pour nous, isolé en mer. Et à l'issue de ces 3 semaines de Transat, on a remis Inspire sur la table, on a tout repris à zéro. Et en fait, c'est là où on s'est rendu compte qu'on s'était gouré de sujets. C'est là qu'on est passé de, comme on appelle, projet solutionniste à humain solutionniste. Et qu'on s'est rendu compte que, en fait, c'était pas des projets qu'il fallait faire répliquer à tout le reste du monde, mais plutôt des vocations ou des engagements à révéler chez les gens pour qu'ensuite, eux, le portent dans leur taf ou à travers de nouveaux projets. Mais voilà, donc c'est là qu'on a fait ce vrai pivot de solutions d'avenir technologiques à des solutions d'avenir qui résident en chacun de nous avec nos talents au service de nos conditions. Et c'était un besoin, il y a 2 questions là-dedans, c'était aussi, avant toute chose, c'était pour nous. En fait, pour nous, on sentait, on se disait, c'est cool ce qu'on fait. Enfin, c'était quand même, c'est incroyable. Et on se dit, il manque un truc, ce petit grain de sel. Et en fait, on s'est rendu compte, mais c'est l'humain, c'est la notion d'humain qui nous manquait. Donc ça, c'était vraiment pour nous, on voulait plus toucher, traiter de l'humain. Et du coup, ça allait aussi dans l'idée de plus, on se mettait un peu à la place de notre audience, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent plus des témoignages. Ok, vas-y, on le fait, on raconte plus ça, il faut plus de choses s'inspirer, il faut plus raconter notre quotidien, qu'on a rencontré cette personne, quelles sont les claques d'inspiration qu'elle nous a transmises. Et du coup, ça demandait aussi d'accepter le fait que, ok, on plaira pas à tout le monde, on plaira pas à nos parents, à nos grands-parents, on plaira pas aux jeunes de 0-18 ans non plus, mais on se concentre sur la génération que l'on connaît, de qui on est proche, c'est-à-dire nous, nos potes, ces jeunes étudiants qui sont dans des parcours supérieurs mais qui se rendent compte des limites un petit peu de leur système éducatif, ces jeunes cadres qui se rendent compte que leur travail ne leur convient pas. Voilà, donc tout est arrivé, c'est goupillé petit à petit, mais ces constats-là, ces apprentissages et ce pivot n'auraient pas été possibles sans le temps. Et à ce sujet-là, Diane a écrit un super article sur inspire.org/club lecture. Vous découvrez l'article Inspire change de cap qui raconte un petit peu ce pivot. Pour toi, Mélanie. Mélanie vous remercie et pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Super. Et bien, on rembraye sur la rubrique Actualité Inspire parce que, donc, on vous le rappelle, la sortie de Srounchip, un épisode de 20 minutes sur le village flottant le plus durable d'Europe, des rushs de folie, des interviews impactants, on se tape des barres, c'est beau, ça donne vraiment envie, donc vous allez vraiment l'apprécier celui-ci. Et il est en anglais, il sera même sous-titré, donc voilà, parce qu'on parle anglais, on essaye. Donc vous allez vraiment l'adorer. Et sans transition, nous partons lundi, toujours dans cette optique de reportage, rencontrer les Kogi, une communauté indigène qui vit en harmonie avec la nature depuis des millénaires. Je pense que ces Kogi, ils ont beaucoup d'apprentissage à nous partager. On a remarqué qu'il y avait déjà eu des reportages comme Thomas Pesquet qui était allé les rencontrer, Eric Julien, etc. Donc nous, on va y aller avec nos petits yeux, Diane et Théo et Étienne de Inspire. On va poser des questions au Mamo, donc un des chefs de la communauté, un des guides spirituels de la communauté. Et je pense qu'on aura des belles claques d'inspiration à vous partager. D'ailleurs, à ce sujet, si vous avez des questions à leur poser, n'hésitez pas à nous envoyer. Et on fera en sorte de les poser à notre Mamo. Et leur faire parvenir. De leur faire parvenir, pardon. Donc on part une semaine en tournage, mais on va faire 8 heures de rando pour aller les rencontrer. Et là-haut, ça prend du temps pour connecter avec ces gens-là. On se déconnecte, on n'aura pas moyen d'être sur les ondes. En revanche, on vous prépare de quoi animer votre semaine et continuer de l'ensoleiller. On ne disparaît pas, donc voilà, vous aurez de nouvelles pépites sur Inspire.
sur le compte Instagram ainsi que sur YouTube. Et peut-être de nouvelles personnes à découvrir. exactement. Et ça, à retrouver sur tous nos réseaux, Instagram et YouTube, comme elle l'a mentionné. Et qu'est-ce qui se trame de plus? Les rendez-vous de la semaine. Est-ce qu'on a un cache inspiration qui arrive Un demain? cache inspiration qui arrive demain, oui, oui, oui. On a un cache inspiration qui arrive demain, donc pareil à retrouver sur Instagram et sur YouTube. Vous retrouverez lundi matin un recap of the week pour comprendre un petit peu les projets sur lesquels on se penche en ce moment. Et donc comme bien le disait, nous n'aurons pas de live Instagram la semaine prochaine car nous serons chez les Kogi. Mais en tout cas, on se donne rendez-vous mercredi dans 2 semaines pour un nouveau live. Avant de se quitter, on vous invite bien entendu à s'abonner à notre page YouTube pour recevoir toutes nos vidéos. Abonnez-vous aussi à la newsletter pour avoir les dessous de l'aventure. Et sur ces belles paroles, on vous dit à dans 2 semaines. À dans 2 semaines. Ciao, merci.